travail au corps. Comment santé et travail rebondissent au cours d'une carrière. Une série de podcasts de santé et travail, réalisés par Elsa Fener et Sarah Monimard. Je suis rentrée très jeune à l'école d'infirmière, j'avais 17 ans et 3 mois. Donc à 17 ans, moi je ne me posais pas de questions sur mon corps, son vieillissement, vous voyez, ou sa fragilité. J'étais en forme, j'étais grande, j'étais mince, j'étais musclée, j'avais toujours couru dans la colline et tout, donc j'avais une santé que je qualifierais d'insolente. Mais par contre, dès que j'ai commencé les stages, je me suis très vite rendu compte qu'il fallait que je fasse attention à mon propre corps. Je suis Anne Altman-Piroulet. Je vis dans un beau village des Alpes de Haute-Provence. Je suis infirmière et j'ai bientôt 65 ans. Je me souviens, on passait des épreuves pratiques. On faisait des soins et on était noté pendant les soins. Donc en première année, j'ai été notée sur une toilette et le monsieur était assez lourd et pas très mobile. Alors il n'y avait pas de lit électrique. J'étais habillée en blouse avec un tablier par-dessus et une coiffe amidonnée, parce que c'était comme ça. Voilà. Et pour le remonter dans le lit, ce monsieur, j'ai pris appui sur le lit avec mon genou, pour ne pas me faire mal au dos, et lui faire moins mal. Et donc j'ai eu une remarque, on m'a baissé ma note de 2 points, parce que je n'avais pas le droit de mettre le genou sur le lit. Et je trouvais ça d'une injustice crasse, et je leur ai dit que je n'étais pas d'accord avec ça. Ça ne servirait à rien si je me faisais mal au dos et que je me retrouvais incapable de bouger et que je n'étais pas en train de flirter avec le monsieur parce que je mettais mon genou sur le lit. Mais oui, il y avait quelque chose de cet ordre-là, je pense. Donc j'ai eu conscience assez vite du fait qu'il fallait que je prenne soin de mon corps dans ce travail qui était très engageant physiquement, effectivement. Épisode 1. Se lancer à corps perdu. Les débuts dans le métier. J'ai toujours envisagé la photographie comme une activité physique dans laquelle le corps sera engagé dans la prise de vue, dans une manière d'être au monde, une curiosité, mais qui passerait par les perceptions aussi, les sensations, au-delà de l'aspect, disons, conceptuel ou intellectuel de la photographie. Donc j'ai été en bonne forme physique. J'ai grandi aussi dans cette idée que l'hygiène de vie était quand même quelque chose d'important. En tout cas, de faire le minimum syndical. Bien manger, s'entretenir physiquement, s'épanouir aussi, avoir du plaisir dans son corps. Donc jusqu'à 36 ans, je considérais que mon corps était un allié, une sorte de compagnon de route avec qui je pouvais traverser des expériences, et notamment pour mon travail. Ça se passait plutôt bien. J'avais pas de problème de santé particulier. Jusqu'à cet âge-là, j'étais jamais allée à l'hôpital. Et à partir de 36 ans, les choses ont un peu changé. Je m'appelle Hélène David, je suis photographe. J'habite Marseille et j'ai eu 50 ans il y a quelques mois. Mon rêve, c'était d'être marin. Pour moi, ça entraînait tout plein de rêves, les voyages autour du monde, autant de choses qui ne m'étaient pas permis d'avoir par ma famille, qui n'avaient pas les moyens de nous faire voyager. Et puis, patatras, ça n'a pas fonctionné. On m'a refusé parce que ma vue n'était pas suffisante pour être officier de pont. Et donc ça a été ma première rupture, ce qui a été mon premier contact, ma première expérience de ce que la santé peut influer sur le travail. Ça a été pour moi une barrière et presque un regret que je garde en moi aujourd'hui, 50 ans après. C'est pas très grave, on a fait autre chose, il faut rebondir. Je suis Philippe, j'ai 64 ans, je suis directeur des relations sociales dans une grande entreprise et je vis sur la région parisienne. Et là où la maladie m'a poursuivi, c'est que quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas gaffe à ma santé, y compris dans le travail. J'étais à fond dans mon boulot, je bombardais, c'est-à-dire j'ai fumé jusqu'à 2 paquets de cigarettes par jour. Et c'est vrai que quand on ne fait pas attention à soi, quand on est jeune, parce qu'on grille la vie
Parler debout, c'est beaucoup dire, parce qu'il y a bien pire. Hein. Je n'ai pas été Gainsbourg non plus. Hein. Mais quand on grille sa vie comme ça, un jour on est rattrapé. Et ça m'est arrivé où j'ai fait un premier infarctus qui n'a pas été qualifié comme tel, mais à 36 ans, j'ai fait un premier infarctus. Le travail, c'était quelque chose de tout à fait normal, tout à fait naturel, tout à fait... Il fallait s'occuper. On ne connaissait pas autre chose que le travail. On travaille depuis tout petit. Je ne sais pas quel âge j'avais, 5 ans. Je suis partie chez un oncle et une tante. Et ça devait être donc en 46, 47 que j'ai commencé à y aller. Les filles n'étaient pas faites pour rester à la maison. C'était les garçons qui devaient rester à la maison. Et je pense qu'en étant la 3e fille... on m'a pas obligée, mais si quand même, d'aller travailler ailleurs et très jeune, Oh, je m'appelle Monique, c'est Monique. J'ai 81 ans, j'ai 81 ans et j'ai été agricultrice de tout temps. Et que j'étais paysano tout le temps. On ne s'économisait pas, je ne pensais du tout à la santé. Il fallait y aller, et on ne se posait pas de questions. Depuis tout petit, je voulais être garde forestier. C'était une attirance vers le milieu de la forêt, plus que vers un métier. On a les grandes forêts pyrénéennes qui nous entourent, on a les gaves qui descendent des montagnes, il y a tout un milieu qui est... Je sentais que c'était quelque chose de vital et de faire un métier au milieu de cette forêt, ça m'attirait. Voilà. J'aurais pas eu des mots pour le dire, c'est une attirance un peu instinctive, énergétique, je dirais, quelque chose de cet ordre-là, et sûrement assez inconsciente. Moi, je me suis servi beaucoup de la montagne pour parfaire ma condition physique, parce que je jouais en première division. Au rugby, j'avais tout juste 18 ans. Je m'appelle Ramon Chotelecia, je suis garde forestier dans les Pyrénées-Atlantiques, un pied en Béarn et un pied au Pays Basque. J'ai 58 ans. Moi, le métier, c'était quelque chose sur lequel je pouvais compter pour m'équilibrer, physiquement, intellectuellement, avec de la reconnaissance. Et j'ai eu la chance de le vivre comme ça jusque-là. Mais quand le New Public Management est arrivé à l'ONF en 2002, on appelait ça le projet pour l'office, le PPO. Alors là, ça a été une secousse. Ça chamboule tout, c'est les démarches qualité, c'est les évaluations individuelles, c'est l'appellation de client. Tout le monde est client de tout le monde, on joue au marchand et à la marchande. Et à partir de là, changement de musique en quelque sorte, ça joue sur ma santé, ça c'est clair. Et là, je ne m'y attendais pas. À l'époque, je n'avais pas eu une représentation très exacte de la profession. Il y a eu quelques expériences assez violentes, dont le premier décès auquel j'ai été confrontée pendant mon premier stage, c'était organisé de la façon suivante. On confiait un patient à chaque élève infirmière. Et du coup, on nous confiait des patients extrêmement lourds. Ma collègue avait une patiente qui avait un cancer des os métastasé généralisé, donc elle faisait des fractures spontanées. À chaque fois où on la tournait dans le lit, on avait peur de lui casser quelque chose, elle souffrait, c'était terrible. Et moi, j'avais une patiente qui était dans le coma, dans un petit box. Et le deuxième jour, donc je lui ai fait sa toilette, et elle est morte, pendant que je lui faisais son soin de bouche. Moi, j'avais jamais vu de mort avant. Je suis sortie en larmes. Je suis allée prévenir la surveillante, puisqu'on ne parlait pas de cadre infirmier à l'époque, qui m'a dit « Vous avez 1 heure pour faire la toilette mortuaire ». J'ai cru que j'allais mourir d'angoisse. J'étais tétanisée. J'ai attendu qu'elle ait tourné les talons. J'ai filé au bureau. J'ai téléphoné à l'école. Je suis tombée sur une des infirmières enseignantes. Je dis « Je vous appelle pour vous dire que je m'en vais, j'arrête tout. » Voilà. Et cette femme, elle a été merveilleuse. Elle m'a dit, écoute, voilà, tu prépares un chariot avec ça dessus, et je viens. Moi, j'ai tenu la dame, elle a fait la toilette, et quand ça a été terminé, elle m'a dit, voilà, tu as vu comment c'était, au prochain décès, si tu te sens capable de le faire, tu le fais, et si tu ne te sens pas capable, tu m'appelles. Tant que tu n'y arrives pas, tu m'appelles.
Je ne l'ai pas appelé au décès d'après, mais pour moi, ça a été très formateur parce que ça m'a montré comment dire, c'était une illustration de façon concrète d'incarner des valeurs professionnelles. Et c'était épuisant physiquement. On travaillait énormément, on faisait des choses qu'on n'avait jamais fait. Il n'y avait pas de salle de réveil, on faisait les réveils. On faisait tout. On faisait aussi bien des toilettes que tous les soins techniques, les pansements, les prélèvements. Et j'étais tellement fatiguée, donc je rentrais chez moi le soir. Je m'écroulais de fatigue. Je dormais 12 heures par nuit et je faisais la sieste 3 heures tous les après-midi. C'était l'été de mes 18 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même... Ça peut être dangereux. Et maintenant, avec le recul, je me dis que l'épuisement, il n'était pas seulement physique. Je pense qu'il était surtout psychique et émotionnel. Parce qu'en fait, j'avais peur tout le temps. C'est une espèce de tension perpétuelle, en fait. Il y a toujours eu des lieux de soins violents pour les professionnels. Et il y en a encore maintenant. À partir des années 2000, là, j'ai décidé de vraiment investir la photographie documentaire. J'ai aussi embrassé le métier pour cette raison-là, c'est-à-dire pour ce désir d'être dehors, d'éprouver le monde. Et ce n'était pas que le désir d'ailleurs, ça en a été l'expérience, avec sa dimension positive, mais aussi ses accidents parfois, ses difficultés, ses confrontations. Je pense qu'inconsciemment, j'avais envie aussi d'en découdre un peu. Et notamment, le premier choc, ça a été un embarquement en haute mer en 2000. Je décide d'embarquer sur un chalutier semi-industriel pour suivre la capitaine Carole Boisson. Donc, c'était la seule femme à l'époque qui était capitaine de chalutier en haute mer. Déjà, j'arrive en Écosse, je partage un van avec les autres marins bretons. Et au port de Lochinver, la nuit, certains marins français et écossais se battent à coups de Fenwick dans le port. Donc, ça plante une ambiance quand même. Et puis, tout le monde va fêter ça au pub. Puis, je bois comme tout le monde, quoi. Bon, sauf que j'ai pas du tout de résistance à l'alcool comme un marin breton. Et à 4h du matin, Carole décide de larguer les amarres et d'embarquer. Dès la sortie du chenal, ça a commencé à tabasser. J'étais malade 48 heures. Le vrai mal de mer, c'est une dépression, c'est-à-dire une ténoque, un ectoplasme. Enfin, il n'y a même plus de projection possible vers l'avenir, quoi. Tu es réduit à un corps à néant. Et Carole me dit, Hélène, si tu ne te lèves pas, tu vas passer ta marée au lit. Une marée, c'est 10 jours. 10 jours d'embarquement avant de revenir au port. Donc là, je décide de me lever, je vomis, je fais faire quelques photos. Voilà, je recommence à manger, je revomis, ainsi de suite. Et puis, au bout de 2-3 jours, le corps s'est à mariner. C'est-à-dire que finalement, on s'habitue aussi à ce mouvement du bateau. J'ai pu commencer vraiment là à faire mon métier, c'est-à-dire aller sur le pont, à commencer à construire un récit, observer ce qui se passe à bord, rencontrer chaque membre d'équipage, échanger avec eux. Voilà. Et je pense que c'était quand même l'embarquement chat noir. Parce que le 24 au soir, donc pendant que tout le monde prépare les petits fours et le foie gras à terre, Carole décide de mettre en pêche. Elle avait repéré un bon filon, un endroit où il y avait du poisson. Le capitaine, c'est quelqu'un qui est respecté à bord s'il pêche. Parce que les marins sont payés à la part, donc il faut pêcher. Donc il y a une pression des marins et aussi de l'armement. En plus, c'est la période de Noël, il faut vendre du poisson. Donc elle décide de mettre en pêche malgré les conditions. On a force 10. Donc force 10, c'est, pour vous donner une idée, en fait les vagues passaient par-dessus le bateau. Un bateau de 54 mètres. Donc c'était quand même impressionnant, mais jusque-là tout allait bien. Et puis je crois que c'était vers 22h, j'étais à la passerelle avec Carole. Et là elle me dit, on a accroché. En fait, ça veut dire que le chalut est relié à des câbles d'acier et à des palans. Et en fait, le chalut s'est accroché sur les bancs de corail, ce qui est peut-être très dangereux parce qu'il immobilise le bateau, ça bloque toute navigation. Donc dans une mer comme ça, très formée, c'est un risque d'avarie, voire de naufrage. Et à la passerelle, je vois cette femme qui est en roc avoir peur.
J'en ai un souvenir de confrontation avec ce réel ultime, de danger extrême et de perte de repères. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression, avec cette peur, cette mer démontée, que tout était en train de se déliter. Ce qui me reliait, en fait, quelque part à la terre, à la vie, était en train de se déliter. Il me semble que le corps peut, même des mois après une expérience comme ça intense, ou des traumatismes, ou des vécus, peut s'exprimer des mois ou des années après. Là, en l'occurrence, en rentrant, j'ai attrapé la grippe, qui s'est transformée en pneumopathie. Je tenais pas debout. Je me souviens être allée dans une pharmacie et de m'être quasiment évanouie tellement de fatigue, en fait. Et je pense que cette grande peur et la découverte de la finitude, en fait, je pense que c'est ça qui est au cœur de cette expérience, a provoqué aussi un affaiblissement général du corps et du mental. Voilà, que c'était le contre-coup de tout ça. Il fallait bien absorber le choc quand même. Et ça, c'est une expérience, je pense, fondamentale, enfin, à la fois très, très impressionnante et qui n'a pas été sans conséquences physiques et psychologiques, et à la fois fondamentale d'un point de vue du métier. C'est-à-dire que ça a créé une sensibilité aussi, et une prise de conscience pour la suite. Donc finalement, c'était un passeport. Ça m'a permis d'embarquer partout après. Je reçois une lettre pour me dire que je suis muté à Montmédy, dans le Nord-Meusien, à quelques kilomètres de la frontière belge. Alors ça, on m'a dit que c'était à côté de Verdun. Alors, la Belgique, Verdun, c'était des choses qui ne m'inspiraient pas en tant que Pyrénéen, en tant que joueur de rugby à 18 ans. Et donc quand j'ai pris la carte de France, j'ai pris peur un peu. Je ne pensais pas que c'était si haut. Et je suis parti là-bas avec un baluchon, un sac à dos. Il y avait un train international Paris-Luxembourg et je suis arrivé à 19h à la gare de Montmédy et le seul qui est descendu de ce train international, c'est moi. Il devait faire au moins 15 ou moins 20 dehors. Et j'étais accueilli par mon chef, un forestier, qui était assez âgé, quelques années de la retraite, et des gens, des rugbyman du club de Verdun, qui avaient entendu parler qu'il y avait un rugbyman de première division qui venait, ils étaient en 3e division, donc ça les intéressait. On s'est retrouvés dans un bar qui s'appelait l'Excelsior, et le métier de forestier, c'était quelque chose d'important, là-bas en haut, et c'était une personnalité du coin. Il y avait l'instituteur, il y avait le curé, mais il y avait le forestier aussi. On était considérés, c'était un métier qui avait une aura. Un des côtés assez magiques du métier, c'était vraiment ce contact avec la forêt, et d'y évoluer dedans, d'être en permanence entouré de géants. Le rôle du garde forestier, c'était de marcher, de connaître parfaitement sa forêt. Donc pour la connaître, il faut aller voir un peu tous les recoins. Moi, ça me donnait beaucoup de plénitude, et ce contact de temps en temps avec les éléments assez virulents, avec le froid, avec le plein air, avec une période où il faisait moins 15 moins. Mais quand on était dehors avec ces températures-là, ça nous permettait jeunes de tester nos limites aussi, par rapport, et de sentir quand même qu'il y avait une extériorité qui nous était supérieure largement et qu'il fallait jouer avec. Voilà, ça menait un renforcement corporel, mais corporel et mental en même temps. Après, il y avait autre chose, c'est le rapport au temps. Il y avait encore une grande prise en compte du temps long. Nous, on travaillait sur des forêts qui avaient, elles, été travaillées par des collègues qui étaient décédés depuis très longtemps. On pouvait aller voir les couples qui avaient eu 10 ans, 15 ans, 20 ans avant. On est sur des temporalités longues. Donc ce rapport au temps, il était sur une facilité qu'on avait au jour le jour. Pas courir, avoir le temps. Mais aussi, on se projette en permanence sur des périodes de 100, 150, 200 ans des fois. Donc, automatiquement, on intègre une transversalité, une longévité par rapport à l'humanité, et puis une façon de relativiser aussi le moment présent, qui est importante et qui construit une personnalité. Et ça, c'est un apaisement au niveau de l'âme, ce rapport au temps qui a été pour moi très important.
Après m'être planté à l'ENA, j'ai travaillé en préfecture, donc j'étais chef de service. Et après, ce qui s'est produit, c'est qu'effectivement, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler avec un homme politique. Et j'ai été son directeur de cabinet pendant 2 ans, pour ensuite le suivre lorsqu'il fut nommé au gouvernement. Bon, voilà. En tout cas, une expérience de cabinet ministériel tout à fait enrichissante. Je me rappelle une période où il y avait une campagne des régionales. Donc on faisait notre journée à Beauvau. Et puis, sorti à 18h, 19h, on courait prendre l'avion à Villacoublay. On prenait les petits zincs du ministère et puis on se retrouvait à la salle des fêtes avec le repas républicain, le discours et paf, on reprenait l'avion et à 2h du matin, on rentrait dans nos pioles et on remettait ça à 8h et on reprenait... Voilà, c'est à la fois épuisant, mais c'est en même temps exaltant quand on est avec des patrons qui vous emmènent, parce qu'on sert un projet politique et ça peut être enthousiasmant dès lors qu'on y adhère sans réserve, quoi. C'est beaucoup d'adrénaline. Alors là, le corps n'existe plus. On n'existe plus, son corps, on ne s'en occupe pas, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'en suis pas occupé. À partir de ce moment-là, on bouffe n'importe quoi. Il m'est arrivé de manger des paquets de cacahuètes parce que je n'avais pas le temps d'aller manger. Quand on a l'occasion d'aller boire un coup, on boit un coup. Quand on a fait une séance importante qui se termine à minuit, on va au restaurant et puis on se bouffe une choucroute. C'est une accumulation. Pour vous rajouter à ça 2 paquets de cigarettes, des nuits écourtées. Faites le résumé. Enfin, il ne faut pas être médecin pour comprendre que on est dans une situation où on se met en péril, quoi. J'ai oublié mon corps, j'ai oublié de prendre les dispositions qu'il fallait pour que mes enfants ne pâtissent pas de ça. On sort à 8h, à 9h, parfois pris le week-end pour accompagner le patron ou quoi. Bon, le samedi matin, quand mes mômes me voyaient, c'était des petits, ils me faisaient la gueule parce que j'étais en retrait de leur vie, quoi, en quelque part. Je m'en occupais pas, j'étais toujours à distance, etc. Et puis c'est pareil pour un couple. Les choses se terminent fatalement par une séparation. On en arrive à des trucs, on se dit, putain, on tient comment, quoi, et on tient pourquoi? Et puis tout d'un coup, pouf, le coup près de tomber, c'est terminé. Parce que quand je dis c'est terminé, ce sont des métiers qui s'arrêtent brutalement. Une élection, tac, etc. Et vous te trouvez comme un con. Et là, il faut rebondir. C'était Travail au corps. Une série de podcasts d'Elsa Fener et Sarah Monimard, produite par Santé et Travail. À retrouver sur santéettravail.fr. Prochain épisode, se casser les dents. 40 ans, le temps des crises.